vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bon, nous sommes en direct sur Radio Classique et l'antenne de Public Sénat. Bonjour Valérie Pécresse et merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes ministre du Budget et porte-parole du gouvernement. Vous venez probablement d'écouter Guillaume Tabar. Alors, cette affaire, vous en tirez quelle conclusion? L'affaire du sale mec, c'est de la faute de la presse, l'UMP exagère ou Hollande n'aurait jamais dû prononcer ces mots? D'abord, de tels propos n'ont pas leur place dans une campagne électorale, mais je ne crois pas que ce soit ça le principal enseignement. Le principal enseignement, c'est qu'on attend le candidat socialiste François Hollande sur le terrain des idées. On ne l'attend pas sur le terrain de l'attaque personnelle, de la caricature, voire de l'injure facile vis-à-vis du président de la République. Mais sur le terrain des idées, c'est une parodie ou une injure? Mais sur le terrain des idées, on est toujours déçu. Moi, ce que j'ai apprécié chez Guillaume Tabar, c'est qu'il a replacé ça dans un contexte. Nous sommes à 100 jours d'une élection capitale pour le pays. Que propose le Parti socialiste? Que propose le gouvernement? Nous, on est assez clair, on joue carte sur table. Notre stratégie pour la France, c'est l'action jusqu'à la dernière minute. Bon, le candidat socialiste fait des caricatures. C'est une non-affaire, c'est un dérapage. Il y a bien un moyen de la manipulation. Ça ne place pas la campagne de François Hollande au bon niveau. Aujourd'hui, le bon niveau, ça n'est pas critiquer Nicolas Sarkozy, ça c'est une paresse. L'anti-sarkozysme est une paresse. C'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande qui l'a dit pendant la primaire socialiste. Eh bien, si c'est une paresse, j'invite Monsieur Hollande à ne plus faire preuve de paresse, mais au contraire à aller sur le terrain des idées. C'est là que nous l'attendons. Et de ce point de vue, il avance masqué. Alors, nous allons parler maintenant de la TVA sociale, parce que c'est un sujet important. Il y a un sondage dans l'Humanité ce matin où les Français expliquent qu'ils sont résolument contre. On avait dit que cette TVA sociale était actée. On va vous demander avec Mickaël, effectivement, quel pourrait être le dispositif et le calendrier. Mais en même temps, il y a le ministre de l'économie qui lui dit que c'est pas exactement le bon mot, la bonne dénomination. Voyons avec Mickaël comment on peut essayer d'aborder ce sujet. Comment on va appeler ça? TVA sociale? Ou est-ce qu'il y a d'autres pistes? Hier, François Baroin a même dit que c'était pas la seule piste envisagée. Est-ce que vous êtes allé un petit peu vite en besogne? Il faut être très clair. Le président de la République est totalement déterminé, il l'a dit, à modifier le financement de notre protection sociale. Pourquoi? Eh bien c'est simple, parce qu'aujourd'hui nous voulons une fiscalité favorable à l'emploi, nous ne voulons pas que les produits français, ce qui est produit en France, comporte des charges sociales sur le travail qui sont autant de boulets pour vendre nos produits à l'étranger. Voilà. Alors attendez, le président veut changer le financement de la protection sociale. Et il veut le changer avant les présidentielles. Donc c'est très clair, nous aurons un projet de changement de ce financement de la protection sociale. Avant de dire sur le mot, c'est quand ça? Alors vous dites, avant, il va se passer quoi exactement? Eh bien, il va y avoir d'abord un temps de concertation avec les partenaires sociaux qui a lieu en ce moment, un sommet pour l'emploi. Et évidemment, ce changement du financement de la protection sociale, c'est évidemment une mesure extrêmement forte de protection de l'emploi, puisque l'idée derrière, c'est que le travail coûte moins cher, donc les entreprises puissent recruter plus, sur le calendrier. Et qu'on puisse exporter plus. Donc c'est vraiment... Donc il y a le sommet, après il se passe Le sommet quoi? Emploi. Après, je proposerai un collectif budgétaire qui tirera les conclusions financières de l'ensemble des discussions qui auront lieu pendant ce sommet et des décisions qui seront prises par le président de la République et le Premier ministre. Donc on va ajouter une semaine à la session extraordinaire, comment on va appeler ça? Écoutez, sur le calendrier parlementaire, je crois que c'est des modalités pratiques. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui à quelle date exacte le texte arrivera devant le Parlement. Je ne peux pas vous dire exactement combien de temps l'examen de ce texte durera. Ça dépendra à la fois du nombre de mesures qu'il y aura dedans, le nombre d'articles, des positions prises par le Sénat, qui, vous le savez, est dans l'opposition. Donc nous prendrons le temps qu'il faudra pour que ce texte soit adopté avant la présidentielle. Deux petites questions qui sont quand même importantes dans ce registre. Après, on va quand même approfondir le sujet, parce qu'effectivement, c'est un sujet central. D'abord, est-ce qu'il n'est pas quand même maladroit de dire on a décidé qu'on allait dans ce domaine prendre un certain nombre de mesures, alors qu'on annonce aux syndicats qu'ils ont rendez-vous le 18 janvier? C'est-à-dire qu'ils arrivent, mais on leur dit voilà déjà la solution, en gros. Mais absolument pas. On dit, nous avons décidé de changer le financement de la protection sociale, nous voulons prendre des mesures qui aident la compétitivité des entreprises françaises, et j'allais dire, dans la droite... Ils sont mis devant le fait accompli. Non, on leur dit ce qu'on veut faire. On leur dit aujourd'hui, attendez, est-ce que les syndicats ne sont pas d'accord, les partenaires sociaux dans leur ensemble ne sont pas d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le principal problème des Français, c'est la montée du chômage? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord pour dire que le principal problème, c'est l'emploi? Le gouvernement agit, sa stratégie, c'est l'action concrète, c'est la solution des problèmes. Il ouvre une discussion sur cette
question, qui est une question qui est D'accord, connue, qui est dans le débat depuis des années. Souvenons-nous que lors de la réforme des retraites, que vous avez toujours considérée comme justifiée, les syndicats ont assez mal pris justement de ne pas être vraiment associés en gros à la négociation. Ils disaient, on est venu, on a discuté, mais en fait ils ont fait, je parle du gouvernement, exactement ce qu'ils voulaient. Alors est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver quand même à 100 jours des élections dans le même contexte? C'est-à-dire qu'ils vont dire, on nous impose quelque chose qui a été entièrement, je dis pas préfabriqué, mais conceptualisé avant. Justement, sur les modalités de cette réforme, tout est ouvert. Nous acceptons la concertation, la discussion. Nous l'avons dit, nous avons parlé de TVA sociale parce que c'est comme ça qu'on appelle globalement le financement de la protection sociale par des impôts qui ne sont pas des charges sociales sur le travail. Il y aura nécessairement une part de TVA dans le nouveau plan de financement de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que la TVA est un impôt qui pèse sur les importations. Or, ce que nous voulons, et ce que le président souhaite, c'est que les produits qui sont faits dans des pays à bas coût, des produits qui sont liés à la délocalisation d'un certain nombre d'entreprises en France, puissent être taxés et puissent contribuer au financement de notre protection sociale. Ça, ce sera juste. Donc, il y aura nécessairement une part de TVA. Maintenant, la discussion est ouverte sur les modalités. Nous sommes ouverts, nous entendons les partenaires sociaux, nous entendons la CGPME qui s'est exprimée hier, les grands syndicats qui s'expriment. C'est bien d'être ouverte. En 2007, l'Allemagne a augmenté de 3 points son taux de TVA. Alors, est-ce qu'il faut, vu qu'on veut s'aligner sur l'Allemagne, est-ce qu'il faut aller jusque-là? C'est intéressant cet exemple allemand. C'est intéressant pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui, vous le savez, l'Allemagne est l'un des pays d'Europe qui a le plus faible taux de chômage malgré la crise. Donc ça veut dire... Non, ça veut dire que... Attendez, je vous dis que les modalités ne sont pas fixées et qu'on va dialoguer avec les partenaires sociaux. Forcément. Donc il est évident que je ne vais pas vous dire c'est tant et c'est comme ça. Qu'est-ce qui serait bien? Ce serait quoi la fourchette? Non, mais c'est intéressant de voir le cas de l'Allemagne parce que donc, ça montre quoi? Ça montre qu'en baissant le coût du travail, l'Allemagne, qui aujourd'hui est l'un des pays les plus exportateurs d'Europe, qui a une compétitivité de ses entreprises qui n'a jamais été aussi élevée, elle a pris une bonne décision. Et la deuxième enseignement que je tire de ce qui s'est passé en Allemagne, c'est que les entreprises n'ont pas répercuté sur les prix l'intégralité de la hausse de TVA. Pourquoi? Parce que quand vous baissez les charges sociales sur le travail, votre produit revient moins cher. Il revient moins cher, il est moins coûteux. Et donc, vous n'êtes pas obligé de répercuter l'intégralité. Écoutez, qu'ils aillent voir en Allemagne. En Allemagne, il n'y a pas eu une répercussion totale sur les prix et il n'y a pas eu un dérapage de l'inflation. Donc, le bon 3 points, par exemple. L'exemple de l'Allemagne, nous l'avions dit d'ailleurs en 2007, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il y a eu cette polémique sur la TVA sociale au moment de l'élection présidentielle de 2007, nous avons dit, eh bien, attendons, puisque l'Allemagne vient de mettre en place ce dispositif. Nous allons regarder quels sont ses effets économiques, si ça marche sur l'emploi, si ça dérape, ça fait déraper les prix, et nous en tirerons les leçons. Eh bien, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas eu de dérapage de l'inflation et que, en revanche, le chômage a baissé. Avec Mickaël, on va parler évidemment de l'affaire Cifrance, mais je voudrais terminer sur cette affaire de TVA sociale. Il y a quand même un double problème, j'allais dire, à caractère politique. Je parlais tout à l'heure de la gauche. Pierre Moscovici, tous les lieutenants de François Hollande et François Hollande le premier disent cette affaire, c'est quand même la fin du président Sarkozy, défenseur du pouvoir d'achat, puisque la TVA sociale va fonctionner sur la consommation, et la consommation, ça concerne tout le monde, donc le pouvoir d'achat va baisser. Donc est-ce que cet argument, vous l'entendez? Et est-ce que cet argument n'est pas celui qui est retranscrit par le sondage de l'Humanité de ce matin? Les Français sont contre. D'abord, il faut expliquer et et vraiment regarder comment ça se passe concrètement et effectivement dire que les entreprises ne sont pas obligées de répercuter l'intégralité de la hausse sur les prix si la TVA augmente. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore totalement calé sur le fait de savoir de combien la TVA augmentera. Est-ce qu'on fera appel à d'autres types d'impôts ou est-ce que ce sera seulement de la TVA? Donc, ça se joue un argument quand même politique. Si les Français sont contre, c'est quand même bizarre d'aller sur un terrain où vous savez à l'avance, alors que vous voulez défendre l'emploi, que les Français sont plus que réticents. Mais vous savez, je ne suis pas sûre que si on avait fait un sondage sur la réforme des retraites, les Français auraient été pour. Nous sommes en responsabilité. Notre responsabilité, c'est que l'économie française crée de l'emploi, parce qu'il n'y a rien de pire pour le pouvoir d'achat des Français que le chômage. Le pire qui puisse arriver à une famille, c'est d'avoir l'un des siens qui perd son emploi. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons la stratégie depuis 2007. En 2007, on s'est dit, qu'est-ce qui fait la force de l'économie française? Eh bien, c'est la formation de sa main-d'œuvre, réforme de l'université, c'est l'innovation, crédit impôt recherche, c'est l'investissement, on supprime la taxe professionnelle sur les investissements. Donc nous continuons aujourd'hui, on supprime les charges sociales sur le travail. C'est pas normal que
que ce soit les entreprises qui payent pour la solidarité aujourd'hui. Mais vous alors avez même, été divisé sur cette affaire. Enfin, même au sein de l'UMP, même au sein du gouvernement. Des gens comme Wauquiez étaient contre Copé, que Copé n'était pas au gouvernement quand il l'a proposé. Donc il y a eu un débat. Mais c'est une grande réforme structurelle. Et ce qui est important pour moi, et ce qui fait, je crois, tout l'honneur de notre engagement politique, c'est que ce gouvernement gouvernera jusqu'au dernier jour. Michael, l'affaire Alors, Sifrance, si notamment. France, les salariés n'ont pas accepté le plan de Nicolas Sarkozy et du gouvernement. Dernière information en date, la SNCF qui veut recaser les salariés, s'ils le peuvent en tout cas. Est-ce que c'est la tentative de la dernière chance ou est-ce que l'entreprise Sifrance, on peut dire que c'est terminé? On voit bien que le gouvernement fait tout, à la fois pour sauver Sifrance et en même temps pour sauvegarder l'emploi des salariés. Je crois que la Mais proposition, si les salariés la refusent la proposition proposition du gouvernement. de Guillaume Pépi est une proposition extrêmement honnête vis-à-vis des salariés, c'est-à-dire qu'il dit j'assumerai mes responsabilités vis-à-vis C'est vraiment un tout petit nombre vis-à-vis de des salariés de Sifrance. Nous souhaitons vraiment sauver cette entreprise, nous mettrons tout en œuvre pour le faire. Il y a des pistes qui s'ouvrent, des pistes qui se ferment, et ben on en cherchera d'autres. Et vous avez peut-être écouté Nicolas Barret tout à l'heure. Pourquoi on veut sauver absolument, en dehors du fait qu'on est dans une campagne électorale, une entreprise qui est condamnée? C'est l'anti-économique, vous qui avez fait HEC. Pourquoi on va sauver Sifrance, qui est plus cher que les tas d'entreprises qui font du transport transmanche moins cher et dans de meilleures conditions? Il y avait des propositions de reprise de Sifrance par des entreprises privées, d'autres des armateurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le secteur privé s'intéresse à cette entreprise. Ça veut donc dire que cette entreprise est viable. Elle n'est peut-être pas viable. Mais on ne serait pas en campagne électorale, on ne la sauverait pas. Bien sûr que si. Bien sûr que si, excusez-moi, mais je vous rappelle que le président de la République s'est mobilisé aussi bien pour Alstom que pour ArcelorMittal et qu'à chaque fois que pour Peugeot, à chaque fois qu'il y a aujourd'hui en France des grands mouvements de restructuration, l'État est légitime à essayer d'éviter qu'on arrête les productions industrielles en France ou qu'on arrête des activités en France. Un mot d'un domaine aussi sur lequel vous êtes assez concerné, la circulaire sur l'enseignement scolaire et notamment des étudiants étrangers. Il y a eu une énorme polémique d'une première circulaire qui date du mois de mai, la circulaire Claude Guéant. Hier, plusieurs ministres se sont réunis pour une nouvelle circulaire, mais les étudiants n'en veulent pas. Alors, est-ce que c'est la faute de Claude Guéant? Mais qu'est-ce qu'on fait de cette circulaire? On l'enlève définitivement? Deux choses. La première, je crois que le ministre de l'Intérieur est totalement légitime à fixer des règles qui conditionnent le droit à une carte de séjour et de travail en France, un permis de travail en France. Il est légitime. S'il estime qu'il y a des secteurs économiques dans lesquels nous n'avons pas besoin de main-d'œuvre, il est légitime à dire nous n'avons pas besoin d'immigration de travail dans tel ou tel secteur de l'économie. Totalement légitime. S'agissant des étudiants, il faut se dire que les étudiants qui ont fait le choix de venir faire leurs études en France sont une richesse pour notre pays. D'abord parce que notre système étudiant est un système tout à fait particulier. Ensuite, il faut apprendre le français, donc c'est une richesse. Nous voulons les meilleurs étudiants de tous les pays du monde en France. Et si nous voulons ces meilleurs étudiants, eh bien, il faut évidemment leur permettre, c'est aussi une chance pour nos entreprises, de pouvoir faire une première expérience professionnelle en France. Simplement, je pense qu'il faut qu'on réussisse à concilier ces deux points de vue. Mais la circulaire du 31 mai, elle existe toujours. Elle n'a pas été supprimée. On veut une nouvelle circulaire, mais la circulaire de Claude Guéant reste en place. C'est ça qui ne va pas, c'est ça qui est demandé par les étudiants. La circulaire du 31 mai, moi je suis allée la lire très précisément. Elle permet de donner à des étudiants diplômés un permis de travail. Simplement, c'est du cas par cas. Et il s'est trouvé que dans l'application de cette circulaire, un certain nombre de préfets ont refusé des titres de séjour sans véritable justification. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est vraiment se mettre dans l'idée que ces étudiants diplômés sont une richesse pour la France, sont une richesse pour nos entreprises. Tous les étudiants diplômés. Tous ceux qui sont diplômés et qui ont donc une compétence et un talent. En revanche, s'il s'agit d'un jeune qui est venu en France un peu par hasard, qui a échoué dans le système français et qui voudrait travailler dans un secteur économique dans lequel on n'a pas besoin de main-d'œuvre, là, je pense que le préfet est légitime à lui dire écoutez, mon cher ami, il n'y a pas dans le secteur économique dans lequel vous voulez travailler de besoin de main-d'œuvre. Valérie Pécresse était notre invitée ce matin en direct sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Merci à vous, bonne journée. Michael, on se retrouve demain.
Parlons-en, en partenariat avec le Journal du Dimanche, c'est dans un instant. Il faut qu'on maintienne nos emplois. Doc à Doc, c'est votre rendez-vous documentaire, aujourd'hui à 9h. Les enjeux de santé nous concernent tous. Karima Benakli est une gynécologue spécialisée dans les grossesses à haut risque. À la base de l'anorexie, il y a une fragilité de la psychologie. Pour les comprendre, les décrypter, Elisabeth Martichoux propose un diagnostic inédit. Notre rémunération est basée sur la vente du produit, sur le prix du médicament. Reportage, invité, état de santé, c'est votre rendez-vous magazine, aujourd'hui à 13h. Bienvenue à Parlons-en, une émission que nous consacrons aujourd'hui avec Patrice Trappier du Journal du Dimanche, on va dire à ces mémoires qui ont fait l'histoire de France. Alors quelle pédagogie d'histoire, qu'est-ce qui se transmet peut-être de génération en génération, et on est cette concurrence des mémoires. Ce sont les thèmes du débat du jour et je vous présente tout de suite nos invités. Alors tout d'abord l'ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Ayagon. Alors vous avez aussi présidé l'établissement public du Château de Versailles et vous venez justement de publier un livre sur Versailles. C'est publié chez Albin Michel, son titre Versailles en 50 dates. Avec nous aussi l'historienne Anne Vievorka, vous êtes directrice de recherche au CNRS et votre dernier ouvrage, L'heure d'exactitude,